On va maintenant prendre un petit peu de hauteur pour une conclusion toute en perspective proposée par Charles-Benoît Etchek, président fondateur du Rameau et spécialiste des alliances innovantes entre entreprises et associations. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous à Nantes ce soir. Un double plaisir, d'abord parce que effectivement, avec nos amis d'Audencia, nous suivons avec grand intérêt depuis maintenant 2009 tous les différents travaux qui peuvent être menés. Nous avons notamment suivi avec très grand intérêt le lancement, bien évidemment, de la plateforme RSE, la première plateforme RSE territoriale en France. Et puis un deuxième grand plaisir parce que en 2009, lorsque nous travaillions sur les associations un peu en avance sur les questions de partenariat entre associations et entreprises, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le Secours populaire et notamment Henriette Steinberg, la secrétaire nationale, qui nous expliquait qu'ils avaient mis 18 mois à avoir une vraie réflexion de terrain avec l'ensemble de leurs antennes pour pouvoir se dire: faut-il aller dans cette démarche partenariale et si oui, comment 18 mois de travail, et je me souviens, pour l'avoir auditionné au MEDEF, combien ça avait impressionné tous les chefs d'entreprise de voir ce travail extrêmement professionnel du Secours populaire pour se décider d'aller dans une vraie coopération avec le monde de l'entreprise. Alors, grand plaisir d'être avec vous pour vous partager un petit peu finalement le fruit d'une décennie de recherche sur finalement ces questions entre les nouvelles alliances, entre les acteurs économiques et les structures d'intérêt général. Finalement, où en sommes-nous en France ? Petit point d'observation, nous avons mis en place avec la Caisse des dépôts en 2008 un observatoire national, l'Observatoire des partenariats, pour pouvoir suivre ces travaux. Lorsque le Rameau a été créé en 2006, finalement, cette co-construction entre acteurs économiques et structures d'intérêt général n'était pas une évidence. Et très vite, il nous est apparu avec la Caisse des dépôts indispensable de se doter de vrais outils d'observation sur finalement que se passe-t-il en France. Le premier programme quinquennal avait été sur l'état des lieux des partenariats, en constatant qu'il y avait une beaucoup plus grande présence de partenariats que nous le pensions initialement. Et le deuxième, depuis 2013, qui se termine en 2017, a été de se dire, mais finalement, au service de quoi ? Finalement, à quoi servent ces partenariats ? Et avec trois angles de vue. D'abord, de savoir quel est le regard croisé entre les dirigeants d'entreprise, les dirigeants associatifs, mais aussi, bien sûr, nos concitoyens et les maires, pour savoir finalement quel est ce regard sur ce qui est en train de se faire en termes de partenariat. Deuxième élément, de pouvoir avoir sur les 13 régions, 13 nouvelles régions françaises, des données pour se dire est-ce que finalement tout ça se met de façon homogène, de façon différenciée. Et puis troisième point, c'est pour savoir finalement par domaine, les domaines économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux, finalement quelles sont les priorités, les fragilités prioritaires sur un territoire vu des quatre acteurs. Et deuxième point, finalement, sur quoi co-construire ensemble. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir d'abord la vision des maires. Nous avons rendu public en novembre dernier cette étude. 76% des maires en France considèrent aujourd'hui que leur territoire est entré dans une dynamique de co-construction, impliquant effectivement, bien évidemment, les concitoyens, mais pas seulement, et aussi les organisations, associations et entreprises. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est un phénomène nouveau, puisque 46% d'entre eux disent que ça émerge simplement, que ça leur demande une nouvelle responsabilité, et qu'aujourd'hui, effectivement, ils se questionnent pour savoir comment répondre à cette dynamique. Deuxième point, finalement, c'est de savoir, à travers le prisme des partenariats associations-entreprises, finalement, comment est-ce que ces partenariats-là viennent répondre à ce mouvement de co-construction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'il existe 1 200 000 partenariats en France, dont on a eu 7 exemples ce soir. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 7 exemples illustrent à peu près, pas totalement, mais finalement à peu près la diversité finalement des modèles partenariaux qui se sont mis en place. Parce qu'effectivement, historiquement parlant, on connaît bien le mécénat, et aujourd'hui, sur les pratiques d'entreprise, 30% des entreprises qui ont des partenariats ont développé cette dynamique-là, mais d'autres formes d'alliances se sont développées. On peut parler de la pratique responsable, c'est-à-dire quand effectivement les compétences associatives viennent éclairer l'entreprise sur un domaine de prédilection. 42% des
les entreprises aujourd'hui sont dans cette dynamique. On peut parler aussi de la coopération économique, là, quand les deux acteurs créent ensemble une dynamique, et puis l'innovation sociétale, c'est-à-dire quand finalement cette rencontre, cette co-construction va permettre finalement de pouvoir inventer quelque chose. Alors si je devais retracer finalement les partenariats qu'on a vus ce soir, 3 sont effectivement dans la diversité, dans la richesse des partenariats. Nous avons eu avec le Secours populaire et Next Décision un exemple sur comment est-ce qu'on peut partager ensemble la même valeur et co-construire, notamment autour des jeunes et des geeks. On a eu avec Emmaüs Défi et les Galeries Lafayette finalement la diversité de ce que peut recouvrir une alliance de partenariat. On a eu, comment dirais-je, avec Run-Eco, Team et Audencia, un autre exemple de comment est-ce qu'on peut impliquer finalement les collaborateurs. D'ailleurs très intéressant parce qu'un partenariat qui n'est pas sans rappeler celui qu'a pu lancer dans un autre temps Surfrider Foundation, un peu partant de la même chose, c'est-à-dire de la pratique sportive, là sur le surf, et comment est-ce qu'on transforme sa pratique en une action citoyenne. Mais on a eu aussi d'autres formes finalement de partenariat, puisque si on prend FNH Médecins du Monde sur l'implication et le lancement de la fondation, on est typiquement dans une pratique responsable. Et si on prend Humanide Seed Conseil, puisque c'est dans le modèle clair de l'entreprise d'aller dans cette dynamique-là et finalement d'impliquer l'ensemble de ces acteurs, on peut aussi considérer que c'est une pratique responsable. Enfin, je souligne que Finance et Pédagogie, effectivement, est une innovation sociétale née au sein d'une entreprise, alors certes un peu particulière, puisqu'effectivement, il y a 200 ans, elle est née pour cela, mais on voit bien que, quelque part, cette dynamique entre les associations et les entreprises peuvent être de différentes natures. Alors, juste pour rappeler, je ne vais pas aller dans les chiffres, mais juste pour rappeler que cette dynamique-là n'est pas limitée, on l'a vu ce soir, aux dynamiques des grandes entreprises. Et d'ailleurs, quand on compare en 5 ans, ce que l'on constate, c'est que c'est plutôt du côté des PME et des ETI qu'il y a eu un développement de ces partenariats, avec une vraie question notamment de la part des ETI sur cette question-là. Autre élément important, quand on compare finalement les différents types de partenariats qui ont été mis en place en France, on voit que c'est principalement au niveau local que ces partenariats se mettent en place, puisque quand on questionne les chefs d'entreprise sur finalement où se trouve leur partenariat, 74% est à un niveau local, 51% à un niveau régional, 25% national et 15% au niveau international. Donc on voit la diversité et surtout la force et la présence du territoire dans cette dynamique-là. Et on peut naturellement se dire où en sommes-nous en France, finalement, de cette pratique des alliances entre associations et entreprises. Bonne nouvelle, puisque en 5 ans, nous avons pratiquement gagné 10 points de progression. 37% des entreprises en France aujourd'hui pratiquent une des formes de partenariat que j'ai citées, et 38% des associations, 52% si nous prenons exclusivement les associations employeuses, sont dans cette dynamique de partenariat. 10% de plus, disais-je, donc c'est une bonne nouvelle. Quand je présentais ces chiffres en juin dernier au trophée RSE de nos amis belges, où j'étais invité pour présenter les chiffres en France, ils venaient de sortir une étude. 77% de leurs entreprises et 78% de leurs associations ont déjà développé des partenariats. Donc on voit bien qu'on a quand même une marge de progrès. Et pour intervenir dans différents pays, on voit bien que cette dynamique d'alliance est un phénomène beaucoup plus nouveau en France, s'est développé beaucoup plus récemment que dans d'autres pays anglo-saxons, mais aussi rhénans. Et on peut bien évidemment parler de l'Asie qui a développé ça depuis fort longtemps aussi. Et ce qui est intéressant, c'est justement de parler du territoire. Parce que quand on regarde et quand on compare ces pratiques, on s'aperçoit que d'un territoire à l'autre, finalement, les pratiques sont très variables. Donc il ne s'agit pas seulement de regarder qu'effectivement cette dynamique se diversifie en forme de partenariat, s'intensifie en forme notamment d'implication des PME et des ETI, est principalement orienté sur les territoires, à différents niveaux territoriaux. Encore faut-il se dire qu'effectivement, selon nos régions françaises, la forme d'implication des partenariats n'est pas la même. Alors qu'en est-il finalement en Pays de la Loire ? Eh bien, vous êtes en avance, et sans doute, et je dis l'année dernière, au moment d'un
d'un point sur la plateforme RSE. La plateforme RSE de Nantes Métropole n'est sans doute pas un hasard sur le fait qu'effectivement, il y a un taux de pénétration des entreprises plus forte, mais aussi des associations, puisque dans votre région, 43% des entreprises et 45% des associations est déjà dans cette dynamique partenariale. J'insiste, puisque une soirée comme celle-ci montre bien finalement la dynamique d'un territoire sur ce sujet-là. Plus l'écosystème est favorable, plus effectivement ces sujets-là sont débattus collectivement sur un territoire, plus elle peut permettre à ces partenariats de se développer. Autre point qui est intéressant, c'est de savoir finalement pour vos concitoyens, pour les associations de votre territoire, pour les entreprises, finalement, quels sont les sujets sur lesquels il est prioritaire de co-construire ensemble. Et il est intéressant de voir, je vous invite à regarder les rapports que nous avons publiés en mai dernier sur ce sujet-là, mais il est très intéressant de voir que dans votre région, il y a une multitude de sujets sur lesquels ce devoir d'alliance, finalement, cette priorité partagée peut être mise en avant, mais c'est avant tout sur les domaines économiques, notamment de l'emploi et du développement économique territorial, qu'il y a un certain consensus entre les différents acteurs, un consensus qui est confirmé par les maires de votre région sur ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de dépasser au-delà de ce consensus sur les sujets prioritaires et de voir la largeur, finalement, des partenariats qui peuvent être mis en place. Partenariats qui peuvent être mis en place sur un constat avant tout essentiel, c'est qu'effectivement, pourquoi mettre en place un tel partenariat ? Parce que c'est source d'innovation. Et aujourd'hui, 65% de vos concitoyens en Pays de la Loire, par rapport à 69% des Français, 77% des responsables associatifs de votre région, 80% des chefs d'entreprise et 97% des maires de votre région considèrent qu'effectivement, si ces partenariats sont en train d'émerger, c'est avant tout pour des questions de pouvoir inventer des solutions à la fois pour réduire les fragilités et à la fois pour développer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. J'insiste sur cet élément-là parce que on retrouve ce que l'on a dit au départ, c'est-à-dire si la diversité des formes de partenariat se sont développées, c'est parce que, au-delà de la seule solidarité, au-delà même des pratiques responsables, aujourd'hui, il y a une prise de conscience que ces rencontres-là peuvent être une source d'innovation pour l'association, pour l'entreprise, mais aussi pour le territoire sur lequel ces partenariats s'incarnent et que, finalement, pour répondre ensemble à cette dynamique territoriale, eh bien, effectivement, il y a une vraie nécessité aujourd'hui à construire ensemble. Vous avez tous les résultats de nos travaux en ligne qui sont librement publics. Je voudrais juste finir par cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on compare 10 ans en arrière et aujourd'hui, le développement de ces partenariats, et encore une fois, nous avons eu cet exemple très marquant ce soir, c'est largement amplifié sur nos territoires. Ne nous trompons pas, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté à la fois des dirigeants d'entreprise, des responsables associatifs, mais aussi des maires et de nos concitoyens, de s'engager ensemble pour trouver de véritables solutions par rapport aux défis de notre société. Et c'est sans doute une véritable source d'espoir. Et je rejoins en ça l'introduction d'André Sobczak. Ne nous trompons pas, nous sommes bien dans une dynamique extrêmement constructive et les partenariats y contribuent. Merci à tous. La parole est à vous maintenant, si vous souhaitez poser des questions, que ce soit très concret à des invités sur leurs actions, leurs partenariats, ou à Monsieur Etchek sur la méthode, la perspective. Il y a un micro qui va circuler. Si vous êtes un peu timide pour prendre la parole, sinon il y a toujours le live tweet. Je vois qu'il y a quelqu'un là-bas. Le micro arrive. Allô ? Oui, bonsoir. Je suis Olivier Namias. Je suis agent immobilier indépendant et j'ai créé donc une structure, un label qui s'appelle l'Immobilier Solidaire, avec mon acolyte d'à côté là, qui s'appelle Jean-Philippe Baudier, qui est courtier en financement indépendant. Et en gros, je voulais juste faire part de mon modeste témoignage et surtout remarquer à quel point cette conférence m'a intéressé et à quel point j'étais surpris par le nombre d'initiatives qu'il y avait. Je pense que c'est une tendance profonde
Et les solutions aujourd'hui, vraisemblablement, vont venir de là. Alors, l'immobilier solidaire, en 2 mots, c'est quoi? Alors, excusez-moi, juste, je précise, bien sûr, vous allez pouvoir présenter, mais on a un temps de parole global de questions-réponses de 10 minutes. Je vais essayer de parler aussi. On est dans une logique de questionnement, tout à fait, remarques, j'ai une question, et pas de présentation purement individuelle qui pourra se faire dans un cadre informel, celui du cocktail, qui aura lieu par la suite. Bon, alors si vous voulez, très brièvement, je vous laisse la question est liée à la s'il vous plaît. présentation, mais bon, si vous voulez pas que je me présente, La question justement, c'était de savoir donc comment peut-on relayer justement ces micro-initiatives, parce que Monsieur Etchek, qui lui a parlé très très vite pour le coup, a dit qu'il y avait beaucoup d'entreprises donc individuelles qui aujourd'hui se tournaient donc sur le solidaire. Moi, c'est mon cas, et je me demande comment aujourd'hui on peut se faire aider par des réseaux type RSE, etc., pour communiquer et nous faire connaître. Merci, monsieur. Monsieur Etchek, je vais vous demander de nous rejoindre parce que je pense que vous serez une bonne ressource pour répondre à ces différentes questions. Merci pour cette question. Alors, vous avez déjà les réseaux représentatifs des entreprises, à la fois le MEDEF et à la fois la CPME, qui ont chacun développé des programmes à la fois au niveau national et avec leurs représentants territoriaux pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc, c'est une première piste. Et puis, bien évidemment, puisque nous sommes à Nantes, je vous invite à voir l'excellente plateforme RSE territoriale qui peut, bien évidemment, répondre à ces questions-là et vous accompagner. Il y a une vraie démarche de fond sur cette question-là. Au MEDEF, depuis maintenant quasiment 10 ans, il y a un groupe de travail qui planche sur ces sujets-là, que j'ai l'honneur de présider, et à la CPME, dans le cadre de la commission développement durable, il y a aussi un pour pouvoir finalement prolonger l'action de l'entreprise en son sein avec des acteurs du territoire. Donc ce sera la réponse pour monsieur, ce sera de contacter les organismes représentants et de s'inscrire sur la plateforme locale RSE-Nantes Métropole, je crois, monsieur Sobchak.fr, oui, c'est bien ça. Oui. Autre, j'ai cru, oui. Oui. Bonjour. Mademoiselle. Oui, bonjour. Doris Abella, je suis chargée de projet au sein de la mission mécénat de Nantes Métropole, donc direction culturelle. Donc j'ai été tout à fait intéressée par votre étude. Donc j'aurais aimé vous questionner plus précisément sur l'échantillon que vous avez pu mettre en place, qui vous avez interrogé. Vous parliez de maires, de structures d'intérêt général, d'entreprises, puisqu'on est très intéressé par ce type de bilan. On en réalise nous-mêmes, mais du coup plus spécifiquement sur le mécénat culturel. Donc j'aurais aimé avoir plus de Donc les 4 études sont des études représentatives des univers concernés, donc celui des maires en France, celui des dirigeants d'entreprise, celui des associations et celui des citoyens. Nous avons une directrice scientifique des études qui fait ça en mécénat de compétences, puisque nous aussi nous bénéficions de mécénat de compétences. Et les échantillons sont de mémoire de 2000 et quelques pour les citoyens, de 800 pour les entreprises, de 700 et quelques pour les associations et de 350 pour les maires. Donc sur le territoire national ou Pays de la Loire ? Ah non, qui sont sur le territoire national, après répartis sous les formes statistiques en fonction des tailles des régions et dans la dynamique pour pouvoir avoir à la fois des études représentatives territoire par territoire, mais surtout aussi pour pouvoir faire la comparaison au niveau national. D'accord, et donc les études dernières sont disponibles en ligne avec plus de détails sur Absolument. Voilà, sur la méthodologie, bien évidemment, tout est détaillé. Vous avez, je crois, 7 ou 8 pages sur la méthodologie, donc vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Ça marche, merci. Et j'ai oublié de dire qu'au-delà des études nationales, donc par acteur, il y a donc 13 rapports régionaux qui donnent les chiffres pour votre région. Comme ça, vous pouvez l'avoir soit par acteur, si ça vous intéresse de savoir ce que les entreprises pensent et de partir du prisme d'un acteur, ou plutôt sur une région, et vous pouvez donc comparer les différentes régions. Et vous avez un dernier rapport qui compare 350 indicateurs statistiques avec, sur les 16 domaines que nous évoquions, les 350 indicateurs statistiques de l'INSEE avec les réponses des citoyens, des associations et
des entreprises pour voir si d'une région à l'autre, finalement, au-delà de la perception des acteurs entre eux sur une fragilité, cette fragilité est-elle étayée ou pas par des différences de pourcentage d'une région à l'autre. Donc c'est une mine d'informations. Là, j'en ai fait une synthèse, mais je crois qu'il y a plus de 500 pages derrière d'études. Donc ceux qui sont passionnés, n'hésitez pas à aller voir. On l'a fait pour ça. Bonjour, ici. Je suis Charlotte Baranger, consultante marketing dédiée aux entreprises qui allient business et sens. J'avais une question, alors plus particulièrement pour la responsable des Galeries Lafayette, peut-être. Est-ce que vous communiquez sur votre engagement responsable auprès de vos consommateurs et est-ce que vous pensez que du coup c'est gagnant aussi pour vous en termes de vente? C'est donc une question pour Marie-Hélène Plainfossé. Oui. Alors, en fait, par rapport aux témoignages qui ont été présentés, on le fait finalement relativement moins, peu, mais le choix a été d'abord de construire une démarche, d'avoir des faits, d'avoir des actes et de le communiquer après. Alors, on ne s'en cache pas, mais on n'a pas une proactivité aussi forte, encore une fois, que certains témoignages. Et notre but initial n'était pas tant justement d'avoir une meilleure image au sens purement consommateur, marketing du terme, mais plutôt d'inscrire un projet dans la durée. Et je crois aussi que le fait qu'on soit dans une entreprise familiale, donc pour qui la durée a beaucoup d'importance, motive notre approche. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on a structuré notre démarche et je pense qu'on va avoir des initiatives dans les années qui viennent qui seront plus tournées vers les clients, pas tant, encore une fois, simplement pour vendre plus immédiatement, même si on est clairement un commerçant avec finalité de croître et d'être rentable, mais aussi parce que tout simplement, le titre de cette conférence est la quête de sens, et je pense que de plus en plus les clients attendent aussi ce sens. Et ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est de voir que, en fait, c'est une vraie tendance de fond, agir d'abord et communiquer sur les résultats et non pas sur des intentions. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité, notamment en France, qui n'a culturellement pas cette tradition des partenariats. Il a été très longtemps évoqué les questions de green et social washing. Les entreprises qui ont réussi justement à pouvoir inscrire dans la durée et qui ont communiqué non pas sur une intention de faire, mais sur des résultats, donc sur une vraie légitimité de pouvoir témoigner de ce qu'ils avaient vécu, sont celles qui effectivement ont pu vraiment, j'allais dire, partager avec leurs parties prenantes, internes et externes, ce type de dynamique. Je voulais juste apporter un complément de réponse en indiquant que nous communiquons auprès des sociétaires lors des assemblées générales, puisque nous sommes une banque coopérative. Donc finalement, là, c'est Jean-Marc Franjol, caisse d'épargne. Voilà, simplement pour dire qu'on communique aux administrateurs et également aux sociétaires lors des assemblées générales. Donc c'est une façon quand même de communiquer auprès de nos clients sociétaires. Oui, puis il y a 60 ans d'action, donc la période finalement d'incubation, elle est passée. Un petit peu derrière. Ah oui. Il nous reste de la place pour 2 questions. Il y en a une. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Je viens du monde associatif, donc je m'appelle Maria Toader, je travaille pour une association qui s'appelle Une famille, un toit 44. Donc on intervient sur tout le département de la Loire-Atlantique et on fait de l'insertion par le logement. Et ma question est, donc nous on est un peu des novices dans tout ce qui est RSE, mécénat de compétences, mais on s'y intéresse beaucoup parce qu'on aimerait développer ça comme source de financement. Donc j'aimerais avoir des conseils par rapport à comment trouver les bons partenaires, en sachant que notre cœur de métier c'est bien le logement et l'insertion des personnes défavorisées. Merci. Alors d'abord, vous avez un très beau projet associatif que je connais bien, donc c'est effectivement une très belle initiative. Vous n'êtes pas à vos premiers partenariats, parce que je crois savoir que le réseau national a mis en place quelques partenariats assez significatifs. Mais pour répondre très concrètement à votre question, vous avez un kit
qui est une boîte à outils, qui est plus qu'une boîte à outils, parce que c'est vraiment des choses qui ont été vécues avec les associations, qui ont fait l'objet d'expérimentations avec plus d'une centaine d'associations, qui ont été partagées et que vous trouverez disponibles. C'est un centre de ressources dédié qu'on a monté avec le mouvement associatif, donc l'organe représentatif du secteur associatif en France, avec aussi la Fonda et d'autres partenaires, la Caisse des dépôts, historiquement parlant, et qui donne toute une série d'outils disponibles finalement pour les associations. Là encore, j'invite aussi sur la plateforme RSE territoriale, qui n'est pas destinée qu'aux entreprises, mais aussi à tous les acteurs du territoire. Vous y trouvez aussi une mine d'informations extrêmement intéressante. Concernant le centre de ressources dédié, vous pouvez passer par le site du Rameau et derrière, vous avez accès plus particulièrement à ce centre de ressources. Tous les outils que nous avons mis en ligne, après, on a pris 3 ans pour modéliser 7 ans de travail de recherche de terrain sur ces sujets-là, qui ont tout été construits avec des vrais cas et mis à disposition, bien évidemment, tout entièrement gratuitement, puisque nous avons un laboratoire de recherche d'intérêt général. Oui, alors je peux me permettre de dire j'ai une association. Alors c'est surtout pour la prévention des risques, des gens qui sont en difficulté, qui ont des affaires, ils ne savent généralement pas à qui s'adresser. Alors je fais autant leur dossier, puisque moi je connais tout ça. J'ai démarré l'association des victimes du tribunal de commerce de Nantes. Et je me suis rendu compte que toutes sortes de personnes de profils différents, autant des particuliers pour la Banque de France à redresser leur affaire. Donc je fais leur dossier parce que je vais plus vite et le fait qu'ils n'ont pas de distance, finalement, ça se termine bien. Et ceux qui sont dans les entreprises, eh bien, j'évite qu'ils aillent dans le tribunal de commerce, donc je redresse puisque j'ai tout le fonctionnement pour savoir comment éviter qu'ils soient dans le tribunal. Donc c'est bon à savoir. Et puis les jeunes qui n'ont pas, excusez-moi, madame, les jeunes qui n'ont votre pas de question. travail, je coach les jeunes bac +4, +5, je les lance et en 1 mois et demi, ils sont repartis. Vous aviez une question, madame? Ou c'était Ma question, simplement la volonté de présenter? Oui. C'est une association que j'ai à Nantes. Et ma question, eh bien, beaucoup ne savent pas à qui s'adresser dans un cas comme ça. C'est surtout pour leur dire que ça existe. Alors, pour communiquer. Et vous avez aussi, bien évidemment, mis en place par l'État, la Caisse des dépôts et les collectivités territoriales, les dispositifs locaux d'accompagnement, dont la mission est d'accompagner aussi les associations, qui fait un travail remarquable. 9000 associations sont accompagnées par an. Et donc, sur ce type de questionnement, n'hésitez pas à contacter les DLA de vos territoires. Alors, j'ai vu un monsieur, et ce sera la toute dernière question avant qu'on termine. J'ai vu une main se lever juste là. Bonjour, je suis Frédéric Frénard, je travaille pour une association qui s'appelle Réseau Ville, qui travaille sur tout ce qui est quartier populaire en région Bretagne-Pays de Loire. Moi, je m'intéresse plutôt aux questions liées au développement économique de ces territoires et je me posais la question de savoir finalement quel écosystème on peut mettre en place à l'échelle des territoires. Alors, vous avez parlé de dispositifs comme les DLA, des réseaux d'entreprises, etc. Mais selon l'étude que vous avez pu mener, est-ce que vous avez une vision de ce qui est bon à mettre en place sur des territoires pour accompagner ces coopérations économiques, ces rencontres entre acteurs, etc. Nous avons publié en novembre dernier un référentiel sur la co-construction territoriale qui fait l'état des lieux de 10 ans de travail sur justement comprendre ces écosystèmes. D'ailleurs, dans les retours d'expérience, la plateforme RSE territoriale fait partie de ces exemples-là. Et si vous voulez rentrer plus en détail sur les modèles de ces plateformes, comment ça fonctionne, vous avez là encore un centre dédié sur la co-construction territoriale sur lequel vous trouverez à la fois ce référentiel, mais aussi plein d'outils qui ont été partagés par des territoires qui se sont posé la question sur comment créer finalement cette dynamique territoriale. Voilà, merci. Les échanges formels touchent à leur fin. Vous pourrez les prolonger lors du cocktail, en allant à la rencontre les uns les autres et pourquoi pas en commençant à discuter, en imaginant ensemble des projets communs. Merci à tous pour votre attention et à toute l'équipe d'Audencia et du Secours populaire qui s'est mobilisée pour rendre cette rencontre possible. Anne-Laure Guineuf, Barbara Adou, Marie Beden, Marielle Bosseno, entre autres, ont œuvré et organisé tout ça. Bonne soirée à tous.